Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Demain, nous sommes le 1er décembre, une date clé où l'on célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. L'occasion de soutenir les personnes souffrant de cette maladie, mais aussi de commémorer les victimes qu'elle a emportées et de sensibiliser le grand public ainsi que les gouvernements sur l'impact du VIH sur les vies des personnes. L'objectif étant d'améliorer la qualité de vie des personnes séropositives et d'éradiquer la stigmatisation et la discrimination. Sur les 39 millions de personnes vivant avec le VIH, près de 9 millions n'ont pas accès à un traitement vital. En 2022, plus de 5 millions de personnes vivant avec le VIH ne connaissaient pas leur statut sérologique. Les chiffres sont alarmants. 630 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida, soit une personne par minute. Et pourtant, un chemin existe pour mettre fin au sida. Oui, le sida peut être éradiqué à l'horizon 2030, c'est ce qu'affirme un rapport publié il y a quelques mois par l'ONU-SIDA. Quel est le chemin à suivre pour mettre fin au sida d'ici 2030 ? Les dirigeants du monde sont-ils sur la bonne voie ? C'est le sujet de ce soir. Et pour en parler avec nous ce soir, Monsieur Hossein Drilani, vous êtes donc directeur de l'ONU-SIDA Maroc. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Khemlichi. Avec nous également Madame Ptissam, le docteur Ptissam Khodri. Donc vous êtes chef de service MST-SIDA au sein de la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies et vous représentez donc le ministère de la Santé. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous recevons également ce soir le docteur Fatiha Ghofrani. Vous êtes responsable du département des programmes de prévention association de lutte contre le sida. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. C'est partagé, et avec nous également Monsieur Mohamed Dadsi. Vous êtes donc membre du comité de coordination du Maroc, représentant des personnes vivant avec le VIH. Bonsoir. Bonsoir Madame Khemlichi, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors je commence par un tour de table. On va parler de cette journée mondiale de lutte contre le sida. Je commence avec vous, Monsieur Drilani. Que pouvez-vous nous dire sur cette journée, les objectifs, les enjeux ? De quoi s'agit-il exactement ? Merci Madame Khemlichi pour cette introduction. Bonjour chers collègues, c'est un plaisir de me retrouver avec vous sur ce plateau pour célébrer ensemble la journée mondiale sida. Demain, Inch'Allah. Et cette journée a été créée en 1988 par l'OMS pour célébrer, comme vous avez dit, les personnes vivant avec le VIH et aussi à l'échelle globale faire le point sur l'état d'avancement de la lutte contre le sida, que ce soit au niveau global, au niveau des régions et au niveau des pays. Et c'est une occasion que les responsables politiques mettent le point, élaborent les rapports et font le point sur la situation au niveau, comme j'ai dit, global, régional et pays, pour voir l'état d'avancement et aussi se projeter dans l'avenir, notamment à l'occasion de l'élaboration de ce rapport de l'ONU-SIDA qui vient de sortir le 28 et qui célèbre sous la thématique de donner le leadership aux communautés. Ce thème, il est à l'échelle globale, mais chaque pays peut choisir le thème qui le voit le plus pertinent pour le contexte de pays. Très bien, Madame Fatiha Ghofrani. Donc, à votre avis, cette journée, que symbolise-t-elle pour vous ? En effet, ce 1er décembre, alors que les crises économiques et humanitaires menacent la réponse du VIH dans le monde, la LCS, bien sûr, se joint à l'appel de l'ONU-SIDA, qui exhorte les décideuses et les décideurs du monde à confier le leadership aux communautés, puisque c'est ces communautés qui sont les plus touchées, les plus vulnérables au VIH, et c'est ces communautés qui sont la cheville ouvrière de la riposte. On parle bien des personnes qui sont atteintes du VIH et qui sont actifs au sein de la société civile et donc qui combattent justement cette pandémie sur tous les fronts. Pas que les personnes vivant avec le VIH, mais plutôt les populations les plus exposées au risque, qui constituent quand même les populations les plus exposées au risque, qui constituent où l'épidémie est concentrée, chez qui l'épidémie est concentrée pour plusieurs facteurs dont on va discuter par la suite, et que c'est cette démarche communautaire et ces communautés
qui sont le pivot du travail qui se fait de prévention auprès de ces populations qui sont les plus exposées au risque. Je ne veux pas voler la vedette à mon ami Ibtissam, mais en tout cas au Maroc, on sait que 67% des nouvelles infections ont lieu chez ces populations les plus exposées au risque, qui ne représenteraient que 6% de la population générale. Et c'est eux qui font un travail de fond et de proximité en matière de prévention auprès de leurs pairs. Et en matière de dépistage également. En matière de prévention, de dépistage et d'accompagnement vers la prise en charge. Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Mohamed Dadsi. Que pouvez-vous nous dire sur cette journée, ce qu'elle symbolise pour vous? Ça me rappelle, c'est une occasion pour célébrer les victoires, aussi pour se rappeler des personnes qu'on a perdues par cette pandémie, mais aussi de demander à la communauté marocaine d'être plus acceptrices aux personnes qui sont touchées par le virus et aussi minimiser le taux de la stigmatisation, la discrimination, les préjugés, tout ce qui alimente cette pandémie depuis trentaine d'années. Très bien, maintenant je m'adresse à vous, Madame Docteur Khodri, qui est représentante du ministère de la Santé. Que pouvez-vous nous dire sur cette journée internationale? Très bien. Alors effectivement, cette journée, cette année, donc, elle correspond en fait à 35 années de lutte contre le sida au Maroc. Donc c'est quand même tout un chemin parcouru et qui est quand même le résultat d'efforts combinés en fait entre ministère de la Santé, mais aussi tous les partenaires, que ce soit institutionnels, mais également de la société civile, personnes vivant avec le VIH, qui nous ont amenés à la situation d'aujourd'hui, qui, il faut le dire, elle est exemplaire par rapport à d'autres pays de la région de l'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Il faut dire que le Maroc reste quand même très à l'avance par rapport à d'autres pays dans son combat contre le VIH. Donc c'est une journée qui est là pour illustrer tous ces progrès, pour aussi sensibiliser sur l'infection, comme vous avez dit, parce que il y a encore des efforts à faire, mais surtout pour faire le point sur la situation d'aujourd'hui qui est telle que le Maroc avance vers des pas sûrs, vers l'élimination à l'horizon 2030, tel que cela est stipulé par l'ONU-SIDA, par l'Organisation mondiale de la santé. Donc on converge tous vers cet objectif d'élimination qui se traduit par ce qui suit. Pour dire que le Maroc a éliminé, il faudrait que d'ici 2030, que 95% au moins des personnes qui sont porteuses du virus connaissent leur statut sérologique. Et la situation en 2022 est telle que 78% de ces personnes connaissent leur statut. Donc on a encore du chemin à faire en termes de dépistage pour pouvoir atteindre ce premier objectif. Le deuxième objectif fait que 95% de ces personnes qui connaissent leur statut sérologique doivent être mises sous ARV. Et la situation du Maroc en 2022 fait que 95% justement des personnes qui sont dépistées, qui sont connues positives et sont dans nos structures de soins, elles sont sous antirétroviraux qui sont, on le rappelle, disponibles gratuitement au niveau des structures du ministère de la Santé. Et puis pour le troisième objectif d'élimination, le troisième 95, fait que 95% de ces personnes qui sont sous antirétroviraux devraient avoir une charge virale négative, ce qui veut dire que ce sont des personnes qui ne peuvent plus transmettre l'infection, parce que finalement c'est le but, comme c'est une infection qu'on ne peut pas guérir aujourd'hui, mais le but c'est de faire négativer cette charge virale pour que les personnes affectées par le VIH puissent avoir une espérance de vie qui rejoint celle de la population générale quand on a une charge virale négative. Donc on est face à une situation qui est rassurante, on dirait, par rapport à d'autres pays, mais c'est une opportunité aussi pour faire le point sur le dépistage qui doit être boosté. Et comme a dit mon ami tout à l'heure, heureusement le VIH, au sein de la population générale, sa prévalence reste faible. On estime les personnes vivant avec le VIH au Maroc à 21 500 personnes.
Donc ça fait une prévalence de 0,07% en population générale, mais ce n'est pas le cas chez les populations à haut risque, chez les populations clés, par exemple les professionnels du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les personnes injecteurs de drogue, les migrants. Là, les prévalences sont beaucoup plus élevées. C'est ce qui fait que l'épidémie du VIH au Maroc reste concentrée dans des régions particulières, mais aussi dans des populations à risque, raison pour laquelle le travail avec la société civile revêt toute son importance pour pouvoir toucher cette population. Juste, si vous le permettez, je voulais juste aussi, comme particularité de cette année, de cette journée mondiale, c'est que le ministère de la Santé, avec l'ensemble des partenaires, va lancer son 6e plan stratégique national de lutte contre le sida, qui va nous propulser, Inch'Allah, vers l'élimination d'ici 2030. Et donc cet événement sera célébré quelques jours avec l'ensemble du partenaire dans cet objectif-là. Voilà. Vous avez donné un état des lieux de la situation donc, au Maroc. J'aimerais me tourner vers vous, docteur Roufrani. En parlant de dépistage, qu'est-ce qui se fait au niveau associatif aujourd'hui pour essayer de les maximiser justement? Justement, comme l'a bien signalé ma collègue, le défi qui reste, c'est de faire venir ces pratiquement 12% de personnes estimées vivant avec le VIH qui ne connaissent pas leur statut sérologique, à être dépistées et rentrer dans la prise en charge, donc, et par là arrêter la chaîne de transmission. La LCS a été innovante par rapport à ce qu'on appelle l'approche communautaire, l'approche du dépistage communautaire. C'est un dépistage qui est démédicalisé, parce qu'avant 2015, il n'y avait que les médecins qui avaient le droit de faire un dépistage VIH. Une étude avec le ministère de la Santé a été menée par la LCS pour faire une expérience pilote sur l'acceptabilité, la faisabilité de ce dépistage communautaire. C'est un dépistage qui est confié à des personnes qui n'appartiennent pas au corps médical ni au corps professionnel de la santé, mais c'est des agents communautaires qui sont formés au dépistage au même titre, c'est-à-dire la même formation qu'un professionnel de la santé, et qui vont dispenser ce dépistage pour pouvoir élargir cette offre de dépistage à une population dont l'offre conventionnelle ne satisfaisait pas leurs demandes, parce que ce dépistage communautaire va se faire avec une grande proximité, à des horaires qui sont adaptés à ces personnes. Ce dépistage va aller vers les personnes qui ne veulent pas venir ou qui ne peuvent pas venir. Comme vous le savez, il y a un grand problème de stigmatisation et de discrimination qui entoure ces populations-là. Et justement, Monsieur Datsi, que pouvez-vous nous dire sur ces stigmatisations? Je sais que vous travaillez, vous êtes bien sûr très actif dans ce sens. Donc, les données de la dernière étude Segmendex que j'ai coordonnée l'année dernière, ils ont révélé qu'au Maroc, effectivement, on a progressé. La stigmatisation au niveau des structures d'établissements de santé, elle a baissé. Bien sûr, la stigmatisation intériorisée aussi, mais il y a toujours des indicateurs qui révèlent que la stigmatisation aussi constitue une menace, notamment pour l'accès au traitement pour d'autres comorbidités ou polymorbidités, mais aussi l'accès à des systèmes de recours en cas de violation qui restent méconnaissables par la plupart des personnes, et ça suscite d'exercer, de travailler sur d'autres efforts pour, bien sûr, mise à niveau des informations chez les professionnels de la santé, aussi chez les personnes du magistrat, la police et tout. Et il faut trouver des ententes pour impliquer aussi les populations les plus exposées dans ces plaidoyers auprès des
les personnes concernées, On parle beaucoup des populations exposées, mais il y a également la société civile qui doit être sensibilisée au sujet. Et puis, comme vous le savez, quand on parle de stigmatisation et de discrimination, eh ben, les personnes malades, souvent, ont honte ou ne veulent pas aller vers des corps médicaux ou déclarer leur maladie, même s'ils ont des suspicions et ils ne veulent peut-être pas accepter cette réalité. Qu'est-ce que fait l'ONU-SIDA justement pour accompagner l'ONU-SIDA, les acteurs associatifs, le ministère de la Santé et puis les personnes civiles qui sont impliquées pour travailler ensemble en coordination pour pouvoir encourager justement ces personnes-là à avoir accès au traitement. À l'étude qui a été conduite par le Maroc, en collaboration bien sûr entre le ministère de la Santé, le secteur associatif, les personnes vivant avec le VIH. Au niveau de l'ONU-SIDA, c'est un partenariat international qui développe des approches en matière d'information stratégique pour les mettre à disposition des décideurs et montrer un peu l'impact de certaines pratiques, comme la stigmatisation et la discrimination, sur les programmes. Dans ce cadre, l'ONU-SIDA, sa dernière stratégie qui a été publiée en 2021 et la déclaration politique qui a été ratifiée par l'ensemble des pays, elle a défini comme quoi le problème médical est gérable. Ce n'est plus un diagnostic fatal. Mais le sida, c'est devenu une maladie chronique gérable. Mais les obstacles qui enfreignent l'élimination sont liés plutôt à des questions de droits humains, stigmatisation, discrimination et accès à ces services. Le dépistage est disponible sous différentes formes. Les médicaments sont disponibles partout. Mais parfois, comme vous avez dit, la personne a honte d'aller vers il n'a pas envie que ça soit déclaré, il n'a pas envie que la famille sache. Et ça, c'est ce qui bloque encore l'atteinte d'un certain nombre de personnes. Dans ce cadre, l'ONU-SIDA, bien sûr, il définit des guides, il définit des normes et il apporte des outils pour les partenaires nationaux pour leur appuyer dans leurs stratégies nationales qui sont généralement développées, que ce soit en matière de mise en œuvre des programmes, prévention, traitement, mais aussi des stratégies de renforcement des droits humains. Et l'étude Stigma Index, c'est un des outils qui permettait d'élaborer des indicateurs. Le cas du Maroc, la dernière étude date de 2013. Celle de 2022 a démontré que le Maroc a beaucoup progressé en matière de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, notamment au milieu de soins. Et c'est dans ce cadre que l'ONU-SIDA apporte le soutien, que ce soit au ministère, aux acteurs associatifs, qui collaborent bien sûr ensemble avec la communauté pour l'éradication à l'horizon de 2030 de VIH-SIDA. Docteur Khodri, selon les chiffres du ministère de la Santé, en 2022, plus d'une personne vivant avec le VIH sur 5 ignorait son statut. Donc, ça fait 21 600 personnes, comme vous l'avez cité tout à l'heure, ce qui représente 0,07%. Que fait le ministère de la Santé aujourd'hui? Quelles sont les stratégies qui sont en place et qui ont porté leurs fruits? Donc, la lutte contre le sida au Maroc, elle est régie par un plan stratégique national qui est concerté, élaboré avec l'ensemble de partenaires et qui trace vraiment tous les domaines d'intervention pour lutter contre le VIH. Et donc, il y a pas mal d'axes d'intervention, notamment qui passent par la prévention de la transmission, qui passe par tout ce qui est sensibilisation, dépistage. Et donc, on compte énormément sur les efforts des ONG, de la société civile, mais aussi les interventions qui sont réalisées au niveau des structures du ministère de la Santé. Et puis, il y a l'axe dépistage, qui est aussi très, très important. Et aujourd'hui, il y a plus de 1700 centres de dépistage du VIH au Maroc, dont, je pense, 70 environ qui sont des établissements pénitentiaires et 90 qui relèvent des ONG. Et donc, pour dire que l'offre de dépistage est aujourd'hui étendue pour pouvoir inciter la population à se faire dépister. Et puis, on travaille aussi sur le volet de la prise en charge. Parce que quand il s'agit de dépister, il faut bien sûr retenir les personnes positives dans le système de soins pour qu'ils puissent accéder à la prise en charge, avec l'appui aussi des ONG. Donc on les accompagne aux structures de prise en charge qui aujourd'hui sont au nombre de 40
hôpitaux dans le pays qui offrent les moyens de prise en charge de l'infection par les antirétroviraux. Et puis il y a le volet de l'accompagnement psychosocial, parce qu'on est en train de parler d'une infection qui est sujet à beaucoup de discrimination et de stigmatisation, comme vous avez dit. Et puis, par la suite, tout cela, bien sûr, dans un cadre de partenariat et de coordination avec l'ensemble des intervenants, chacun dans son domaine, pour pouvoir vraiment assurer la meilleure prise en charge des personnes vivant avec le VIH, depuis le dépistage jusqu'à la négativation de la charge virale. Absolument. Donc, comme on en parlait tout à l'heure en off avec vous, Monsieur Datsi, il est important en fait de préciser et de dire au public que le fait de vivre avec cette maladie, c'est possible. Une fois qu'on est dépisté et traité, on peut vivre de manière tout à fait normale et ça ne change rien à la longévité, donc par rapport à une personne qui est non infectée. Et ce serait donc important de le préciser. Quelles sont vos attentes aujourd'hui ? Oui, en effet, il y a des messages clés, scientifiquement démontrés. C'est des choses qu'on souhaite, je souhaite moi, à partager avec tout le monde. Une personne séropositive qui a une charge virale indétectable, il a les mêmes espérances de vie qu'une autre personne non infectée. Il peut avoir la même qualité de vie qu'une personne non infectée. Bien sûr, il faut respecter les mesures d'hygiène et tout, pour se protéger l'environnement, son entourage. C'est des choses qui déstabilisent un petit peu les préjugements, qui provoquent des préjugements vis-à-vis des personnes vivantes. Vous parliez même tout à l'heure de la possibilité de fonder des familles et d'avoir des enfants qui ne soient pas atteints de cette maladie, ce qui est important à divulguer. Même une femme séropositive peut avoir un bébé séronégatif. Grâce au programme PTME, maintenant, tout est développé. Il y a toutes des mesures pour l'accompagnement. D'ailleurs, Dr Tissam peut l'expliquer ça et tout le monde est satisfait des résultats qu'on a eus jusqu'à présent. Donc, des choses qui alimentent les sentiments, les préjugements, les idées préconçues pour minimiser et dévaloriser les personnes qu'on souhaite arrêter ces comportements uniquement pour garantir la dignité aux personnes vivantes et aussi pour donner un coup de pouce à la riposte nationale pour atteindre beaucoup d'indicateurs qu'on a fixés dans l'avenir. Des résultats que vous observez aussi sur le terrain, Dr Rofrani, au niveau associatif ? Moi, je voudrais juste revenir sur 3 points très très importants avant de rebondir sur ce que vient de dire notre ami Si Mohamed. Par rapport aux communautaires. Le premier point, c'est par exemple, juste donner des exemples. Par exemple, le dépistage communautaire. Avec le dépistage communautaire maintenant, au Maroc, on arrive à dépister plus que le dépistage médicalisé. Parce qu'on va là où on devrait trouver les personnes séropositives. Ça complète un peu les centres dont parlait tout à l'heure le docteur Rodré. Mais c'est cette approche communautaire, à travers cette approche communautaire, que c'est les communautaires qu'on dépiste, là où on va dépister les positifs qu'on voudrait qu'on cible, nous, exactement. Ça, la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ces communautaires, ces agents communautaires, il y a eu deux occasions où leur travail a été vraiment démontré. Le premier événement, c'est la Covid, au moment de la Covid, là où il y avait un confinement. Ces agents communautaires ont joué un grand rôle pour mettre à disposition des personnes vivant avec le VIH le traitement, parce que tout le monde était confiné, et ça, c'était très important. Ils ont pu, grâce à leur proximité avec les populations les plus exposées au risque, ils ont pu rendre accessibles les moyens de prévention.
suite au sinistre de l'Haouz, au tremblement de terre, c'est ces agents communautaires qui sont allés, ils ont identifié les personnes qui appartiennent à leur communauté, qui ont été touchées par le tremblement de terre, pour déjà aider à leur rendre accessible l'aide humanitaire, à identifier leurs besoins, leur rendre accessible la prévention et tout ça. Donc la place du communautaire, il faut vraiment qu'on rende hommage à ces personnes et qu'on estime à sa juste valeur l'apport qu'ils ont dans la réduction du risque et dans la réponse du VIH au Maroc. Et ça, c'est parmi les points positifs du plan stratégique national du Maroc qui a reconnu cette prévalence chez ces populations. Et en travaillant avec ces populations, on a pu apporter une réponse adaptée aux besoins, là où le besoin était là. Et c'est ça qui la plus-value de ce travail communautaire. Et la troisième des choses, moi je voulais juste rassurer les gens par rapport à une personne séropositive vivant avec le VIH qui prend bien son traitement, qui est, comme l'a dit si Mohamed, à charge virale négative, ne transmet plus le VIH. Ça a révolutionné. Et ça, c'est l'objectif. C'est ce qu'on veut atteindre aujourd'hui au Maroc. C'est scientifiquement, le traitement est devenu un moyen de prévention. Donc ça, c'est quelque chose qui a révolutionné. Mais il y a toujours des freins qui sont liés à des représentations sociales, culturelles, environnementales, autour de la question du VIH, du sida, parce que c'est une maladie qui est liée à la sexualité. Et tout ce qui est lié à la sexualité est très tabou dans notre pays. D'ailleurs, nous avons un point alarmant, inquiétant dans notre pays, qui est la juvénilisation du VIH. C'est-à-dire que nous avons, dans les nouvelles infections, il y a une grande partie de jeunes entre 24 et 35 ans. Et ça est dû à une absence de l'éducation sexuelle, à une structuration, de institutionnalisation de cette éducation sexuelle pour nos jeunes. Parce qu'il ne faut pas voir maintenant, il faut voir aussi ces jeunes qui vont être le devenir du Maroc. Et la sexualité est quelque chose de normal, de fondamental dans la vie des gens, mais il faut qu'on accompagne nos jeunes et avoir une éducation sexuelle normalisée, plutôt structurée, pour les préparer à une vie saine et sans risque par rapport, que ce soit pour les IST-SIDA ou pour d'autres pathologies. On retiendra donc qu'il y a des réponses adaptées et qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés, bien évidemment, en coordination avec l'ONU-SIDA, le secteur associatif, le ministère de la Santé, puis de la société civile. Justement, je reviens vers vous maintenant, Monsieur Ghilani. Quels sont les défis aujourd'hui pour un futur sans sida ? Je vais revenir un peu rapidement à la situation au Maroc, rapidement, pour ne pas citer quelques données. Le Maroc a pu, depuis 2010, réduire de 50% les nouvelles infections. Absolument, oui. Et ça, c'est pas une question de hasard, c'est un travail. Il y a un travail du ministère de la Santé et du secteur associatif et de la communauté. Comme il a présenté Madame Dr Ghofrani, ce travail a démarré en 2002 avec le premier plan stratégique national et depuis le début, le secteur associatif, la communauté travaille main à main avec le département ministériel et plusieurs approches ont été développées. Le Maroc est le premier pays à introduire l'approche de proximité. Parlons justement de ces approches, absolument, dites-nous. L'approche de proximité, mes collègues peuvent donner plus de détails, mais ces approches de proximité, c'est d'aller vers le terrain, d'aller chercher les personnes les plus touchées par cette pandémie. Il y a l'approche éducation par les pairs. Et quand on dit pairs, c'est aussi la communauté. Et il y a aussi l'approche de sensibilisation, d'éducation. On est plus à l'écoute par une personne qu'on connaît, une personne qui a les mêmes fréquentations, qui a les mêmes habitudes que nous, que d'aller vers un médecin. Généralement, c'est-à-dire le message passe parfois plus facile. D'où l'adaptation dont parlait le docteur Ghofrani, justement, des moyens qui sont adaptés, oui. Donc je dirais que le Maroc était un pionnier dans ce domaine de réponse multisectorielle, multipartenariat.
Et si on compare à la région MENA, on est le seul pays dans la région qui a pu réduire de 50% les nouvelles infections. Alors que l'incidence, les nouvelles infections ont augmenté de 60% dans notre région. Donc c'est quand même un énorme travail qui se fait au Maroc. Et c'est en grande partie, bien sûr, à la stratégie du ministère de la Santé et de la Protection sociale, à l'appui qui est donné par le ministère et bien sûr à la collaboration des secteurs associatifs qui est très bien structuré, bien organisé, et l'apport de la communauté qui participe à tous les échelles, que ce soit la planification, que ce soit la conduite des études, que ce soit la collecte d'informations. Et ce sont des acquis du Maroc qui ont eu permis d'atteindre cette situation. Et comme il a dit Dr Khoury, pouvoir atteindre les objectifs d'élimination d'ici 2030 dans le cadre du nouveau plan stratégique. 95, justement, Dr Khoury, en parlant de toutes ces stratégies, de tous ces moyens qui sont déployés, qu'en est-il des investissements? Est-ce qu'ils sont suffisants? Je sais qu'un rapport qui a été publié cette année toujours, il y a 2 ou 3 mois, on en avait parlé, je crois, lors d'une précédente émission ensemble. Il y avait donc l'objectif visé qui était de 29 milliards par an, et qu'il n'y a que 20 milliards qui sont mobilisés aujourd'hui, donc un déficit de 9 milliards. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que ça a changé par rapport à l'année dernière? Est-ce qu'il y a des promesses qui sont faites? Alors oui, justement, et ça rejoint un peu votre question précédente sur les défis, et puis pour les lier vers les investissements aussi par la suite. En fait, comme ont dit mes collègues, nous sommes sur la bonne voie pour éliminer, mais on a quand même l'obligation de maintenir ces acquis, de ne pas bouleverser tout ce travail qui a été fait depuis plusieurs années, de garder ces indicateurs sur la bonne voie d'élimination. Et donc tout cela passe par justement le renforcement de tous les moyens qui sont déployés dans le cadre du plan stratégique national. Et puis quand on dit moyens, il y a un financement d'ailleurs qui a toujours été là parce que, il faut le dire, la lutte contre le VIH au Maroc, elle fait partie des priorités du ministère de la Santé. Donc il y a des moyens qui ont été mobilisés depuis le départ pour lutter contre ces infections. Et tout cela est structuré, bien sûr, comme on l'a dit, dans le cadre du plan stratégique national. Par exemple, je vous donne un exemple pour le 6e plan qui sera lancé dans les prochains jours officiellement par Monsieur le ministre de la Santé. Donc un budget de 600 millions de dirhams sera mobilisé pour sa mise en œuvre. Et donc, par rapport à ce budget, plus de 55% de ce budget-là est assuré par l'État, par le budget de l'État. Mais il n'y a pas que l'État qui contribue, parce que l'État contribue à la mise à disponibilité des outils pour le dépistage qui sont offerts gratuitement, les antirétroviraux, les moyens pour la confirmation au laboratoire. Tout cela, ça nécessite des investissements. Mais il n'y a pas que le ministère de la Santé, il y a aussi les partenaires internationaux, notamment le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, mais aussi les agences des Nations Unies qui appuient aussi pour la mise en œuvre du plan stratégique, et puis il y a d'autres ressources, d'autres secteurs également. Donc ce budget, il a besoin d'être sécurisé, et ça c'est un défi. Et puis il y a aussi, parmi les défis aussi dont il faut parler, c'est les pandémies. Par exemple, l'expérience Covid l'a montré, donc qui est passée par là et qui allait quand même, et qui nous a sérieusement menacés, mais heureusement, grâce à justement ce partenariat et le rôle des agents communautaires dont a parlé Dr Ghofrani, on a pu maintenir les personnes vivant avec le VIH sous traitement, parce qu'ils avaient quand même, avec le confinement, du mal à accéder aux structures de soins pour recevoir le traitement. Au niveau du ministère, on a tout fait pour sécuriser la dotation pour qu'il n'y ait pas de rupture de traitement. Et puis l'expérience de l'Haouz aussi a montré que le rôle de la société civile était quand même déterminant pour aller toucher les points de hotspot là où on avait du mal à accéder. Et donc, voilà, il y a un financement, mais ce financement, il a besoin d'être sécurisé pour pouvoir nous mener, Inch'Allah, jusqu'à l'élimination en 2030. Monsieur Dati, vous voulez ajouter quelque chose? En effet, je voudrais bien ajouter une autre chose, c'est la couverture sanitaire universelle et aussi le problème la question du grand chantier royal de la couverture médicale. C'est deux choses, et la couverture, la protection sociale, on arrive à terme à un point d'atteindre la vitesse de croisière. Il faut que tout le monde ait accès à la santé,
avec ses moyens de bord économiques. Bien sûr que l'épidémie, on est tous d'accord qu'il touche une grande partie des personnes précaires et aussi vulnérables sociales et économiques. Il faut appuyer sur trouver des solutions vis-à-vis des déterminants socio-économiques, mais aussi le Maroc n'a pas resté les bras croisés depuis des années. Je me rappelle, depuis 2016, la réflexion autour de la refonte d'un système de santé pérenne et qui adopte des services de santé intégrés, centrés sur les personnes. Toutefois, on a des barrières sur ce chemin, mais je crois qu'on est prêt à atteindre les objectifs. Du coup, j'invite tous les partis concernés à développer beaucoup plus d'efforts à ce moment-là, parce que le fast track, la vitesse finale doit être un peu sûre pour atteindre les résultats qu'on espère. Vos propos rejoignent un petit peu ce que disait le docteur Khodri. Donc on peut parler aujourd'hui au Maroc de soins équitables pour tous, n'est-ce pas, monsieur Ghilani? Dites-moi. Juste avant de répondre à votre question sur l'équité, j'aimerais bien ajouter quelques éléments d'information concernant le financement international. Donc, effectivement, la stratégie mondiale estime à ce qu'il y ait une réponse pour répondre un peu aux objectifs à l'échelle globale de mobiliser 29 milliards de dollars pour la réponse à l'échelle globale jusqu'à 2025. Actuellement, il y a juste 20 milliards de dollars qui sont mobilisés. Et on sait, comme ils ont présenté les collègues, il y a le Covid qui est passé par là, donc qui a touché un peu tous les acteurs qui mobilisent les fonds. Il y a aussi les crises à l'échelle globale, que ce soit en Ukraine, que ce soit dans d'autres pays, qui ont fait que les moyens qui ont été destinés à la lutte contre le sida ont baissé ces 4 dernières années, particulièrement depuis 2010. Et on voit un peu, c'est-à-dire ce qui est mobilisé actuellement, il correspond à 2010. Et on est loin de ce qui est estimé pour pouvoir atteindre l'objectif d'élimination, à savoir les 29 milliards de dollars. Voilà. Et justement, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au Maroc pour remédier à cela? Le dernier rapport de l'ONU-SIDA fait un état des lieux de financement à l'échelle internationale. 29 milliards de dollars sont nécessaires chaque année pour pouvoir atteindre les objectifs d'élimination à l'horizon de 2030. Malheureusement, il n'y a que 20 milliards de dollars qui sont mobilisés. Absolument, et le déficit est très important. Et cette somme d'argent mobilisée a baissé depuis les 3 dernières années. Donc il y a un défi important en matière de financement. Pour le Maroc, la dernière étude sur les dépenses, qu'on appelle NASA, National Spending Assessment, qui est menée régulièrement au Maroc, a permis de faire l'état des lieux des dépenses au Maroc. Ce qui est à retenir de cette étude, c'est que le ministère de la Santé et de la Protection sociale finance 60% de la réponse nationale au VIH-Sida et 40% sont mobilisés soit par le secteur associatif, soit par les bailleurs de fonds, notamment le Fonds mondial, qui représente à peu près 35% de cette somme mobilisée pour la lutte contre le sida. Sur les fonds du Fonds mondial, qui probablement dans 3 ou 6 années, le Maroc passera en transition. Cette notion de transition, c'est que le Fonds mondial se désengage de l'appui au Maroc. Ça nous a poussé à voir un peu quelles sont les questions qui sont les thématiques ou bien les programmes qui sont appuyés par le Fonds mondial. Et ce qui sort de cette analyse, c'est que le secteur associatif est la composante qui est appuyée par le Fonds mondial d'une manière importante. Et c'est là où le gros du travail se fait en matière de prévention auprès des populations vulnérables. Donc le secteur associatif qui est un secteur clé, vous avez dit 40%, c'est ça, au niveau des fonds, qui est financé par le secteur associatif? Non, il y a 60% du ministère de la Santé, 35% et le reste c'est mobilisé. Mais le secteur associatif, en matière de prévention, il consomme 70% en matière de prévention, pas de traitement.
Donc c'est quand même la prévention, c'est l'outil principal de lutte contre le sida. Et justement, docteur Ghofrani, que pouvez-vous nous dire sur les défis à relever, vous qui travaillez sur le terrain? Effectivement, les acquis du Maroc en matière de lutte contre le sida, ils sont mis en péril par ces défis-là, qui sont, comme l'a bien dit Cyril Hani, qui sont la disponibilité des ressources et la pérennisation des ressources, surtout financières. Deuxièmement, c'est tout ce qui est lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH et des populations les plus exposées au risque. Et ça, c'est vraiment le plus difficile et c'est le plus grand frein, parce que ce n'est pas une affaire que du ministère de la Santé, c'est une affaire de la société et de ses composantes, que ce soit ses composantes institutionnelles ou non institutionnelles, parce qu'il y a un travail à faire sur les représentations sociales, sur le culturel, sur beaucoup de facteurs environnementaux, légaux, etc. Parce que tant que ces facteurs sont là, la lutte contre la stigmatisation et la consolidation des acquis est très très difficile. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est la reconnaissance à sa juste valeur de la composante communautaire, de son implication dans le renforcement du système de santé, surtout par rapport à une offre différenciée à ces populations les plus exposées au risque. L'accès et la mise à disponibilité de tous les intrants, comme l'a dit Madame Dr Tissem, par rapport au kit de dépistage, par rapport à tous les intrants qui sont liés au dépistage, etc., leur disponibilité aussi. Et ça aussi, c'est des choses qu'on doit prendre en considération pour ne pas tomber en rupture et on a l'épidémie du Covid nous a fait vraiment souffrir de ce côté-là, parce qu'il y a eu vraiment une bonne partie. Heureusement que le ministère de la Santé a fait un grand effort par rapport à la disponibilité des médicaments, mais le problème était tout ce qui est intrant par rapport au kit de dépistage, etc. Donc ça aussi, c'est des freins qui freinent la consolidation de ces acquis. Donc il faut qu'on anticipe sur beaucoup de choses, et aussi l'implication de tous les autres acteurs, autres que le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, de l'Éducation, des Affaires religieuses et islamiques, de la jeunesse et sport. Tout le monde doit contribuer quand même à ça, à cet effort de lutte contre le sida. Ce n'est pas qu'une affaire de la société civile et du ministère de la Santé. Il nous reste donc quelques minutes avant la fin. Les médias. Oui. Pardon, les médias. Et on est là. Les médias, et que ça ne soit pas quelque chose de saisonnier, malheureusement. C'est la question du VIH, de la lutte contre le sida au Maroc, dans l'agenda médiatique et saisonnière. Il faut qu'on dépasse ça, parce que c'est quelque chose qu'on vit, nous, au quotidien, que tout le monde vit au quotidien. Donc il faut que cette question aussi ait sa part dans le traitement médiatique aussi. C'est la priorité aujourd'hui de la politique sanitaire du Maroc, ce qui est important, et on le voit avec tout ce qui a été annoncé par le docteur Khoudri par rapport aux moyens qui ont été mis en place par le ministère de la Santé, qui continuent encore, justement. Donc on arrive au terme de l'émission, mais je vais faire un petit dernier tour de table et vous demander chacun les perspectives que vous avez d'ici les 10 prochaines années, donc au Maroc, bien évidemment, sur l'évolution de la situation. Je commence par vous, docteur Khoudri. Alors, je voulais quand même souligner le chantier de réforme du système de santé qui est lancé sous les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, et au sein duquel donc, le VIH, ou la lutte contre le VIH, est là sa part quand même dans ce chantier énorme de réforme. Et puis comme perspective aussi, c'est de continuer à avancer vers l'élimination. À l'horizon 2030, conserver les acquis dont on a parlé. Un objectif réalisable. C'est un objectif réalisable si on travaille encore sur le premier 95, qui est notamment lié au dépistage. Et donc pour cela, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, on est aujourd'hui conscient que pour y arriver, il faut diversifier les approches. Il ne faut pas rester limité à tout ce qui se passe en intramuros, c'est-à-dire au sein des centres de santé ou au sein des sections d'ONG. Il faut que le dépistage soit étendu, et on a parlé du rôle du dépistage communautaire. Aujourd'hui, il y a aussi l'autotest.
que chaque personne peut prendre en pharmacie et se faire tester pour lutter en quelque sorte à un certain contexte de stigmatisation qui peut limiter. Fiables, ces tests? Oui, ils sont aussi fiables et si sensibles et spécifiques. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, on les a testés. Enfin, il y a eu 2 grandes études au Maroc, dont l'une est faite par la LCS et une autre par le ministère de la Santé, qui ont prouvé la fiabilité de ces tests. Mais en tout cas, le dépistage, il doit... C'est le chantier qui nécessite le plus d'efforts. Et puis, on profite de justement ces rencontres qu'on fait avec vous pour sensibiliser justement autour de cette infection, pour dire à la population que le VIH aujourd'hui, c'est une infection qui doit être considérée comme toute maladie chronique. Comme on parle du diabète ou d'hypertension artérielle, il faut envisager le VIH comme tel et encourager la population à se faire dépister dans le secteur de son choix, que ce soit au sein des structures du ministère ou associatif ou dans le privé ou en pharmacie, en autotest, c'est-à-dire les approches sont diverses pourvu qu'on encourage ensemble la population à se faire dépister. Voilà. Absolument. Monsieur Datsi, un dernier message que vous souhaiteriez véhiculer au public? Moi, je dis qu'on peut arriver à 0 nouvelle infection, mais les personnes vivant avec le VIH restent là. Bien au-delà des années de 2030, nos besoins ne se limitent pas à l'accès à des services de santé seulement, mais aussi à d'autres secteurs dont on souhaite voir leur engagement dans l'avenir pour toucher tous les aspects dans la diversité de la prise en charge de l'infection VIH au Maroc. Merci. Monsieur Rilani, un dernier mot sur les perspectives d'ici les 10 prochaines années de l'évolution de la situation? Moi, je veux juste rappeler que l'atteinte des objectifs, c'est quelque chose de possible. Le dernier rapport le montre, il y a 5 pays qui ont déjà atteint l'élimination et 16 pays qui sont sur la voie. Et je pense que le Maroc est sur une bonne voie d'élimination. Il y a un engagement politique, il y a une collaboration entre les partenaires, il y a aussi une mobilisation, que ce soit des acteurs bilatéraux ou internationaux. Le système des Nations Unies est mobilisé pour appuyer la stratégie nationale, pour atteindre ces objectifs d'élimination. Et je pense qu'on continue sur cette voie. Le Maroc atteindra l'objectif d'élimination d'ici 2030. Et bien sûr, l'atteinte de l'objectif 3 qui est relatif à la santé d'une manière générale. Merci. Très bien. Je m'adresse à vous, docteur Fatiha. Moi, je compléterai par une perspective importante qui est à l'ordre du jour de ce slogan de l'ONU-SIDA par rapport à la célébration de ce 1er décembre, c'est il faut qu'on confie le leadership au communautaire. Et il faut impliquer beaucoup plus, renforcer la place du communautaire, la participation du communautaire dans le système de santé marocain pour apporter des services différenciés et reconnaître à sa juste valeur la place du communautaire dans la lutte contre le sida dans notre pays. Merci à vous d'avoir participé avec nous à cette émission. C'est un sujet qu'il est important d'aborder, comme vous le dites, et de sensibiliser le public sur cette maladie avec laquelle on peut vivre tout à fait normalement une fois qu'on est dépisté, traité et qu'on arrive à un degré qui est en dessous de 0 pour ne pas justement pouvoir transmettre ce virus aux autres. Donc je vous remercie, Dr Pissam Khoudri. Je rappelle que vous êtes chef de service MST-Sida au sein de la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies et vous représentez le ministère de la Santé. Monsieur Mohamed Datsi, vous êtes représentant des personnes vivant avec le VIH au Maroc et donc membre du comité de coordination au Maroc. Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Hossein Rilani. Vous êtes directeur général ONU-SIDA. Et puis, le docteur Fatiha Roufrani, vous êtes responsable du département des programmes de prévention, association de lutte contre le sida. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci à vous. Question d'actu, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.